Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle L'école de Léon, un livre signé Serge Bloch aux éditions Albin Michel Jeunesse. Oui, je sais. On ne dit pas l'école à Léon, mais l'école de Léon. C'est Karine qui me l'a dit. Et Karine, c'est ma maîtresse. Elle est très belle, parce qu'elle a des cheveux très longs de princesse. J'ai une maîtresse maintenant, parce que je vais à l'école maternelle. C'est en haut de la rue où il y a ma maison. C'est pratique, parce que le matin, on a juste à monter, et le soir, à descendre. Avant, j'allais à la crèche. Mais voilà, maintenant je suis grand, je n'ai plus de couches. Alors je vais à l'école depuis la rentrée. La rentrée, c'est le premier jour où on va à l'école. C'est-à-dire que le matin, il faut se lever. Maman me dit « Debout mon Léon, il faut se réveiller ». Mais moi je lui réponds « Laisse-moi dormir ! Laisse-moi dormir ! Je ne peux pas sortir de mon lit. J'ai encore sommeil. Parce que, évidemment, hier soir, je me suis levée pour un petit biberon d'eau, un petit câlin avec maman, une petite cassette et un petit bisou de papa. Mais maman me dit « Allez Léon, lève-toi. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Il ne faut pas être en retard. » Je finis par me lever. Je m'habille. Enfin, maman m'aide un peu. Je prends un bon gros petit déjeuner et zou, on est parti. Sur le chemin, je suis un peu inquiet. Mais maman et papa me disent que je vais me faire plein de copains. Et puis, je serai avec mon grand frère. Allez mon Léon, on y va maintenant. Et c'est là que tout a commencé. En arrivant, on nous a mis un écriteau autour du cou. Tous les enfants en avaient, comme des étiquettes dans un magasin. Peut-être qu'on allait nous vendre. Mais papa m'a expliqué qu'il y avait mon nom dessus et aussi le nom de ma maîtresse. À l'intérieur, on a dit bonjour à Madame Rouget, la directrice. Bonjour Léon. Et on est allé dans ma classe. C'est la classe des petits de Karine. Et là, c'était l'horreur. Il y avait plein d'enfants qui pleuraient, des vraies sirènes de police et plein de parents qui essayaient de les consoler. Et au milieu, comme sur une île, il y avait Karine, avec ses cheveux très longs de princesse. C'était ça, l'école. J'ai serré la main de maman et j'ai senti comme si je pleurais à l'intérieur, pour pas que ça se voie. Mes parents ont discuté avec Karine et ont fait le tour de la classe. Puis, ils m'ont dit au revoir. Là, j'ai vu une petite larme au coin de l'œil de maman. Pour les mamans non plus, ça n'a pas l'air drôle la rentrée. Et puis, ils sont partis. Toute la journée, on a fait plein de choses. On a collé des gommettes. Karine nous a chanté des chansons. On a goûté, sauf ceux qui n'ont fait que pleurer. Puis, le soir est arrivé. Maman est venue me chercher. Ouf! Je lui ai dit, « Maman, tu vois, c'est fini l'école. Je n'ai plus besoin d'y retourner. » Maman m'a répondu que l'école, c'était tous les matins. Et j'ai pensé, aïe, aïe, aïe. Alors c'est tous les jours la rentrée. Mais maintenant, j'aime mon école. Il y a beaucoup d'adultes pour s'occuper des enfants. Madame Rouget, la directrice, Coralie, la maîtresse musicienne des petits grands, Ronaldo, le maître bricolo, Anne, la grande maîtresse des grands, Karine, ma maîtresse, Marie-Lise, la maîtresse jardineuse, Yolande, la gardienne, Sylvie, qui aide les maîtresses, Rachida, la femme de la cantine, et Nathalie, qui aide Rachida. Et puis, j'ai beaucoup de copains. César, mon copain de bagarre, Madame Lucie Je sais tout, Margot, Félix, Louise, Madame Bobo,
Monsieur Marius dans la lune, Marcel qui ne tient pas en place, Antonin le roi des bêtises, Zoé et sa tétine, Élodie qui est toujours amoureuse. Tout ce qu'on a le droit de ne pas faire. On ne se bat pas, on ne se griffe pas, on n'apporte pas de jouets à l'école, on n'arrache pas les plantes, on ne monte pas sur le toboggan quand il est mouillé, on ne monte pas sur les lavabos, on ne joue pas avec l'eau, on ne bouge pas les toilettes avec du papier, on ne se pousse pas dans les escaliers, on ne glisse pas sur la rampe. À l'école, il y a plusieurs classes. Des classes de petits moyens, de moyens grands et de grands. Mon frère, il est moyen grand. Sa classe est en haut. La mienne est au bout du couloir. Quand j'arrive, j'accroche mon manteau là où il y a ma photo. Je fais un bisou à maman et hop, au boulot. Dans la classe, on choisit son activité. Pour aller jouer au garage, je mets le collier bleu. Il y a une couleur de collier par activité. Mais au garage, il y a déjà César. César, c'est mon copain, sauf que là, il a pris la camionnette rouge, celle que justement je veux. Karine arrive et nous sépare. Elle nous explique qu'à l'école, on partage les jouets et que chacun pourra avoir la camionnette à son tour. Ça s'appelle la vie en société. N'empêche, j'en ai toujours autant envie. Après, on s'assoit tous autour de Karine. On dit des comptines et on mime avec les doigts. Jamais on ne vit, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortillent toujours au pas. Ensuite, c'est l'heure de la gymnastique. On fait des parcours. Il faut être courageux parce que parfois, c'est très dangereux. On apprend l'équilibre. Puis, c'est la collation. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la distribution. Il y a des gâteaux et une brique de lait pour chacun. Après, on va à la récré. À la récré, je retrouve mes copains. On prend des petits vélos et on crie, on crie, on crie. Quand on rentre dans la classe, on dessine et on joue à la pâte à modeler. Puis on va faire pipi et se laver les mains avant d'aller déjeuner. La cantine, c'est sérieux. Je mange de tout. Parce que ici, manger, jouer, apprendre, c'est mon travail. Après, on fait la sieste dans le dortoir, avec le doudou qui reste à l'école, parce qu'on est fatigué d'avoir beaucoup travaillé. Puis, on se rhabille. C'est pas facile. Il ne faut pas se tromper de pied. Et Karine nous raconte des histoires. Un éléphant qui se balançait sur une toile. C'était un jeu tellement amusant que tout à coup, Enfin, c'est l'heure des mamans. Ça veut dire que les mamans arrivent pour nous chercher. Mais parfois, ce sont les papas, les mamies ou Sabrina. En tout cas, l'école est finie. Alors je rentre à la maison. Dans mon école, j'ai des amis. Parfois je pleure, parfois je ris. Dans mon école, je grandis. Voilà, c'était L'école de Léon. Un livre signé Serge Bloch aux éditions Albin Michel Jeunesse. Encore une histoire, un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann, sur une idée de Benjamin Muller. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de podcast, à nous noter ou demandez-le à vos parents. Ça nous encourage beaucoup pour la suite. Bientôt, une nouvelle histoire. Je vais la refaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Ça s'appelle Tuk Tuk Express. C'est un livre signé Didier Lévy
et Sébastien Mourin aux éditions ABC Mélodie. Fini les vacances en Thaïlande. Miss Vanessa Crumble, 86 ans, doit à présent rentrer chez elle, en Angleterre. Postée devant son hôtel, le Bangkok Palace, elle guette le minibus qui doit la conduire à l'aéroport. Les secondes, les minutes s'écoulent et le minibus n'arrive pas. Miss Crumble fait les 100 pas, les sourcils froncés. Si ça continue, elle va rater son avion. C'est alors que Tam Boon passe à bord de son vieux tuk-tuk. Ni une ni deux, la vieille dame lui fait signe. « Vite, vite, à l'aéroport !» s'écrie-t-elle. « Je suis en retard !»« C'est comme si vous y étiez !» répond le chauffeur. Vanessa Crumble se glisse dans le tuk-tuk avec sa valise. Et elle contemple l'intérieur avec effroi, tant le tricycle a été réparé, rapiécé, consolidé, rafistolé. « C'est parti !» s'exclame Tam Boon. La circulation est dense. Pour se frayer un chemin dans le tumulte des véhicules, Tam Boon lance joyeusement des insultes. Il en a de toutes sortes. Des bizarres. « Martien du dimanche !»« Limonade sans bulle !» Des zoologiques. « Trilobite !»« Sapajou !»« Crapaud buffle !» Des burks. « Mangeur de dentifrice !»« Renifleur d'orteils !»« Verrues plantaires !» Des gastronomiques. « Vomi de porc !»« Dinde farcie !»« Concombre bouilli !» Un vrai poète, ce Tam Boon. Mais la circulation est tellement dense que tous les véhicules se retrouvent bientôt à l'arrêt. Complet. Miss Vanessa Crumble panique. « Je vais rater mon avion !» Tam Boon se retourne vers elle et, tout sourire, il lui tend une feuille de papier. « Mon autoradio personnel !» explique-t-il. « Rien de tel qu'un peu de musique pour se détendre quand on est stressé. » Étonnée, la vieille dame parcourt la liste des morceaux disponibles. « Valse viennoise !» finit-elle par dire. Tam Boon tourne aussitôt un bouton imaginaire et se met à chanter. Fort, de plus en plus fort. Padadam, pam, padadam, pam, padadam, pam, padadam. Le chauffeur se faufile avec adresse entre les camions, les passants et les cyclistes. À la demande de sa passagère, Tam Boon a changé de station. Désormais, il chante du rock'n'roll des années 50, en s'imaginant au volant d'un taxi jaune dans les rues de New York. Le tuk-tuk se rapproche de l'aéroport. La vieille dame dodeline de la tête en écoutant Tam Boon. La musique lui rappelle ses années de lycée et quelques amoureux cravatés et gominés. Le moteur du tuk-tuk chante lui aussi. Il pétarade en rythme. Il chante même tellement fort ce moteur que finit soudain par exploser. Le chauffeur lâche une bordée d'injures et se gare sur le bas-côté. « Je vais rater mon avion, c'est sûr !» se lamente Vanessa Crumble. « Non, madame, vous l'aurez !» déclare Tam Boon avec autorité. Il sort du tuk-tuk, ouvre le coffre, plonge la tête dedans et fait apparaître une paire de patins à roulettes. Il les chausse en un temps record. Il saisit ensuite la valise de Miss Crumble qu'il pose sur sa tête, puis il attrape la vieille dame qu'il installe sur la valise et hop, il repart dardard, l'autoradio toujours branché sur la chaîne rock'n'roll. Ils arrivent largement en avance. Mais Miss Crumble remercie tellement Tam Boon, et avec tant d'effusion, tant de chaleur, tant de gratitude, qu'elle finit par rater son avion. La vieille dame fond en larmes. Parfait gentleman, Tam Boon lui tend son mouchoir. Oh, 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 oh,
il lui glisse 2 mots à l'oreille. Il fonce ensuite réparer son tuk-tuk, auquel il apporte quelques aménagements. Et Tamboun, le plus extraordinaire conducteur de tuk-tuk de tout Bangkok, raccompagne Miss Crumble jusque chez elle en Angleterre. Vous voulez que je vous dise? Il a transformé son tuk-tuk en montgolfière. Et toujours au son du rock'n'roll. Voilà, c'était l'histoire de Tuk Tuk Express, un livre signé Didier Lévy et Sébastien Mourin, aux éditions ABC Mélodie. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kallmann. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne de podcast, à nous noter ou demandez-le à vos parents. Ça nous encourage beaucoup pour la suite. Et bientôt, on te racontera une nouvelle histoire. Ça y est, c'est l'heure de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de Frida Kahlo et ses animaux. Un livre signé Monica Brown et John Parra, aux éditions Versant Sud. Voici l'histoire d'une petite fille appelée Frida, qui allait devenir l'une des plus grandes peintres de l'histoire. Frida était spéciale. Cette histoire est aussi celle de 2 singes, un perroquet, 3 chiens, 2 dindes, un aigle, un chat noir et un faon. C'étaient les animaux de Frida, et ils étaient spéciaux eux aussi. Frida avait un perroquet appelé Bonito. Comme son perroquet, Frida était colorée. Elle aimait les couleurs vives qui rendaient hommage à la tradition mexicaine et à son propre héritage. Elle vivait dans une maison du bleu vif d'une plume de perroquet, la Casa Azul, avec sa mère, son père et ses sœurs. Frida avait un faon de compagnie appelé Granizo. Comme son faon, Frida avait de beaux yeux attentifs. Plus grande, quand elle les fermerait, elle se rappellerait sa vie de petite fille. Frida était tout le temps avec son père. Il était photographe et il lui apprenait à regarder le monde avec curiosité. Ensemble, ils allaient au parc pour attraper des insectes et les observer au microscope. Son père lui apprit aussi à peindre des retouches sur ses photographies. Frida adorait les petits pinceaux et les jolies couleurs. Frida avait un chat au pelage noir et brillant, comme l'étaient ses longs cheveux. Et comme un chat, Frida aimait jouer. Mais pendant son enfance, elle ne put pas toujours le faire. Quand Frida avait 6 ans, elle tomba très malade et dut rester au lit pendant très longtemps. La petite Frida n'était pas triste et elle ne s'ennuyait pas. Elle soufflait sur la fenêtre pour faire de la buée et dessiner une porte avec son doigt. Frida utilisait son imagination et son regard curieux pour s'en aller par cette porte avec son amie magique, une petite fille qui dansait et jouait comme un chaton. Frida était aussi indépendante qu'un chat. À cause de sa maladie, l'une de ses jambes était différente. Et les enfants se moquaient d'elle. Mais ça ne l'empêchait pas de faire du patin, du vélo et de la barque sur les lacs du parc Chapultepec pour que sa jambe devienne plus forte. Frida n'avait pas peur de faire ce que les autres petites filles ne faisaient pas. Elle portait des salopettes, faisait de la boxe et se battait. Frida avait 2 singes araignées, Fulangchong et Caimito del Guayabal. Comme ces singes, Frida pouvait être malicieuse. Lorsqu'elle avait 15 ans, elle rejoignit une école appelée Preparatoria, où elle trouva un groupe d'amis qu'elle adorait. Comme Frida, ses amis étaient curieux et aimaient apprendre. Ensemble, ils lisaient, étudiaient, se disputaient et faisaient parfois des bêtises. Un jour, vêtus de casquettes assorties, ils entrèrent à dos d'âne dans les couloirs de la Preparatoria et ils y allumèrent des pétards.
Frida avait un aigle appelé Gertrudis. Comme son aigle, l'imagination de Frida atteignait des sommets. À l'âge de 18 ans, Frida eut un grave accident et dut rester alitée pendant plusieurs mois. Cette fois, Frida ne se créa pas d'amis imaginaires. Elle créa des œuvres d'art. La mère de Frida lui construisit un chevalet spécial et accrocha un miroir au-dessus de son lit à baldaquin pour qu'elle puisse peindre. Frida utilisait son imagination et sa curiosité pour dessiner. « Cher pied, pourquoi aurais-je besoin de vous alors que j'ai des ailes pour m'envoler ?» Et comme si tous ces animaux ne suffisaient pas, Frida avait 2 dindes et 3 chiens. Señor Xolotl, Señorita Capulina et Señoria Costi. Les dindes de Frida étaient intelligentes et sensibles, comme elle. Et comme Frida, ses chiens étaient chaleureux et aimants. Ces chiens Xolo étaient de la même race que ceux que les Aztèques utilisaient pour chasser des centaines d'années auparavant. Ils représentaient l'héritage de Frida et elle en était fière. Les chiens de Frida n'avaient pas de pelage, mais leur corps était chaud et Frida leur faisait de gros câlins quand elle se sentait seule ou triste. Les animaux de Frida étaient fougueux et amusants comme elle. Quand ces 2 singes araignées étaient sages, Frida les enlaçait comme des bébés. Quand ils faisaient des bêtises, ils volaient des chaussettes et des fruits et s'enfuyaient par la fenêtre pour qu'on ne les rattrape pas. Son perroquet Bonito aimait se glisser sous les couvertures quand Frida faisait la sieste. Il faisait des tours à table en échange de petits bouts de beurre. Les animaux de Frida jouaient toute la journée dans la cour de la Casa Azul, la maison bleu vif de la rue de Londres. Son mari, Diego Rivera, avait construit une pyramide pour que les animaux grimpent dessus et se promènent en liberté. Quand Frida peignait, ses animaux lui tenaient compagnie. Et Frida peignait tout le temps, pendant que ses oiseaux chantaient, ses chiens aboyaient et ses dindes dansaient dans le jardin. Les animaux de Frida étaient ses enfants, ses amis et ses muses. Frida peignait quand elle était malade et quand elle avait mal, et elle peignait aussi quand elle était heureuse. Elle peignait quand Diego partait et qu'elle était triste. Mais Frida n'était jamais seule à la Casa Azul, la maison bleu vif de la rue de Londres. Elle avait ses animaux avec elle et elle se peignait avec eux. Frida se représenta elle-même avec Fulang Chang qui jouait avec les rubans. Elle se peignit avec Bonito, le perroquet, et Señor Xolotl, le chien. Elle peignit aussi le chat noir en train de jeter un œil par-dessus son épaule. Frida s'est peinte avec tous ces animaux qu'elle aimait tant, et même avec des papillons et des chenilles. Ces tableaux étaient magiques. Aujourd'hui, si vous visitez la Casa Azul à Coyoacán, à côté de la ville de Mexico, vous pouvez entendre le chant d'un oiseau ou voir un chat noir sauter de la pyramide qui s'élève dans la cour de la maison bleu vif de la rue de Londres. C'est là que Frida et ses animaux vécurent il y a longtemps. Voilà, c'était l'histoire de Frida Kahlo et ses animaux, livre signé Monica Brown et John Parra, aux éditions Versant Sud. Encore une histoire est réalisée par Alexandre Ferreira, racontée par Céline Kallmann, sur une idée de Benjamin Muller. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à aller écouter les autres histoires. Elles sont mises en ligne sur Apple Podcast ou Spotify. Si en plus, vous laissez une note ou un commentaire, alors on sera les plus heureux du monde. À bientôt! Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire extraordinaire d'Alexandrin et le loup. Un livre signé Lionel Cochelin aux éditions Les Arènes. Chaque année, à la fin du printemps, le troupeau quitte sa bergerie pour grimper sur la montagne. Tout là-haut, l'herbe est bien meilleure et on trouve du sainfoin, une friandise pour les gourmands. Un des moutons, nommé Alexandrin, reste à la traîne.
C'est un original, un poète qui cherche l'inspiration et qui se perd souvent dans ses rêveries. Le chien Dog Dog essaie de ramener Alexandrin dans le troupeau. Il le met sérieusement en garde. Un loup affamé et glouton rôde dans les environs. Alexandrin, méprisant le danger, prend son temps. Il invente un poème pour le chien. « Oh Dog Dog, féroce toutou, tu cours partout. Tu aboies fort, tu bougonnes, tu mords nos pattes. Mais sincèrement, il faut que je te l'avoue, ton museau, on dirait une grosse patate. » Un peu vexé, Dog Dog pousse le poète vers le troupeau. À son tour, le berger prévient Alexandrin. « Si par miracle, le loup glouton t'épargnait, tu aurais affaire à l'ours aux dents pointues. » Alexandrin lui répond. « Écoute, berger, écoute bien ce poème. Beau berger, j'ai quelque chose à te reprocher. Tu es intelligent, sérieux comme un vieux sage, mais hélas, hélas, à force de trop marcher, tes deux énormes pieds sentent le vieux fromage. » Le berger est furieux, il vocifère. « Petit insolent, si le loup ou l'ours te saute dessus, tu verras ce qu'ils pensent de tes poèmes. » Les autres moutons ajoutent en chœur. « Alexandrin, tu nous embêtes. Si nous arrivons trop tard, les lapins auront mangé tout le safouin. » Dog Dog insiste une dernière fois. « Le loup glouton a dévoré ma grand-mère à Mirza à Pâques, et l'ours aux dents pointues a avalé mon cousin Médor à la Pentecôte. Alors ne compte pas sur moi pour te sauver de ces monstres. » Le loup est déjà en embuscade. Il a repéré Alexandrin. Il voit en lui un défilé de côtelettes et un savoureux ragoût. Il salive et il ne veut pas en perdre une miette. Alexandrin a promis qu'il ne perdrait plus son temps à chercher des rimes. Le troupeau se remet en marche. Mais bientôt, l'incorrigible poète prend à nouveau du retard. Le berger soupire. « Tant pis !» Les moutons ajoutent. « S'il arrive malheur à ce casse-pied, ce sera bien fait pour lui. » Soudain, le loup glouton surgit. Alexandrin lui crie. « Arrête! Réfléchis! Tu vas t'empoisonner! Sache que pendant tout l'hiver, on m'a gavé de pesticides, de nourriture chimique. Si tu me manges tout cru, bonjour la colique! » Le loup glouton réplique. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce baratin? Je t'écoute, mais ne vois en toi qu'un festin. » Alors, toute griffe dehors et les narines fumantes, il bondit en hurlant. « Miam, miam à table !» Au dernier moment, Alexandrin réussit à se réfugier dans une grotte providentielle. Le loup glouton hurle. « Reviens, malheureux! Tu ne sais pas où tu mets les pieds! Reviens! Tu serais plus en sécurité au fond de mon estomac! » Tout au bout de la grotte, le mouton trouve une porte. Il frappe. Personne ne répond. Il entre. Catastrophe! Le voilà chez l'ours aux dents pointues. Par chance, le terrible animal dort comme un loir. Une délicieuse odeur flotte dans l'air. Avant de s'endormir, l'ours a fait des confitures de cerises. Alexandrin ouvre un pot. Il goûte, il mange tout et les chouilles le font. Mais soudain, quelqu'un frappe à la porte. Alexandrin regarde par le trou de la serrure. Horreur! Le loup glouton s'est décidé à le suivre. Le mouton fond en larmes et se lamente. « Oh, pauvre de moi! Je suis perdu !» Mais parfois, les poètes ont de la chance. Tout à coup, le loup pousse un cri terrible. « Une araignée chatouilleuse! Oh, quelle sale bête! Ne m'est tout
touchez pas! Oh, pitié, pas de guili-guili! Non, ne me faites pas rire, ça me fait trop mal au ventre! Et puis, cavalcade, le loup prend la fuite. Tout tremblant, Alexandrin sort de la tanière de l'ours. Au passage, il remercie l'araignée chatouilleuse qui lui confie. « Quel imbécile, ce loup glouton! Je l'ai bien chatouillé. Il va se tordre de rire jusqu'à demain, et cela lui coupera l'appétit. Tu n'as donc plus rien à craindre. » Pendant ce temps, le troupeau a trouvé le pâturage tant espéré. Mais il ne reste plus de sainfoin. Les lapins ont tout mangé. Le berger, Dog-Dog, et le bélier Ram-Ram ont guetté en vain l'arrivée d'Alexandrin. Quelle déception! Il sanglote en pensant au malheureux. Le berger dit « C'est vrai, poète. C'était un vrai poète. Impertinent, mais plein de talent. » Ram-Ram dit « Il était unique en son genre. Et c'est rare pour un mouton. » Dog-Dog pleure comme une madeleine. Lorsqu'Alexandrin rejoint enfin le troupeau, le berger sursaute, croyant voir un fantôme. Dog-Dog s'écrie « Miracle! Miracle !» Le bélier, lui, garde son sang-froid, car à son âge, plus rien ne l'étonne. Après les embrassades, le mouton poète raconte son aventure. Il n'oublie aucun détail et il insiste sur le plaisir qu'il a ressenti en dégustant la délicieuse, la succulente, la savoureuse confiture de cerise. À la fin du récit, les autres moutons, un peu jaloux, se plaignent. Ce gros malin s'est bien empiffré pendant que pour notre dîner, nous avons brouté des vieux chardons. Les maudits lapins, ces égoïstes ont mangé tout notre safran. Le berger les console. Ah, mes amis, ne pleurez pas! Alexandrin me donne une bonne idée. Bientôt, les myrtilles seront mûres et je ferai des bassines de confiture. Vous vous régalerez à votre tour et personne ne sera oublié. Dog-Dog soupire et déclare. De la confiture pour les moutons? On aura tout vu? Alexandrin répond. C'est le progrès! Le troupeau le porte en triomphe. Vive la confiture! Vive la poésie! C'était l'histoire d'Alexandrin et le loup, un livre signé Lionel Cochelin aux éditions Les Arènes. Un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann, sur une idée de Benjamin Muller. N'hésitez pas à aller mettre une note à notre chaîne de podcast, sur Apple Podcast par exemple, ou alors demandez-le à vos parents. Ça nous encourage beaucoup pour la suite. Très bientôt, une nouvelle histoire. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte de la petite fille du lac. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller. Avec la participation de Margot, 6 ans, et de son papa, Édouard. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Franche-Comté, dans un petit village nommé Chaudron. Oui, Chaudron, comme une grosse marmite. Il se situe au bord d'un magnifique lac où les bateaux à moteur sont interdits. Seuls les électriques ont le droit de circuler sur l'eau. Et je peux vous dire que les poissons et autres animaux ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Surtout les oiseaux que l'on entend discuter à longueur de journée. Au bord de ce lac, il y a quelques chalets, mais il est interdit d'y construire quoi que ce soit désormais. Cela abîmerait trop la nature, pensent les habitants. Et ils ont bien raison. Dans un de ces chalets, juste au bord de l'eau, habite la petite June, avec ses parents. June est une petite fille très intelligente. Elle a des yeux marrons, malicieux et un sourire coquin.
À 2 ans, elle savait déjà parler, lire et écrire. 1000, 2000, 3 milliards, 10 milliards, 5 milliards, 400 599. Je m'appelle June, j'ai 2 ans. Et qu'est-ce que je m'ennuie. Dans le village, personne n'avait jamais vu ça. Ses parents étaient un peu déboussolés et ils ne savaient plus comment s'y prendre. Un jour, en rentrant du travail, son papa l'avait trouvée au fond du jardin, avec dans les mains, devinez quoi? Un dictionnaire. Elle avait appris par cœur les 50 premières pages. Une autre fois, sa maman l'avait découverte dans le grenier. Elle avait réparé un vieux fer à tisser et avait confectionné une cape. Et comme June s'ennuyait très vite, elle s'était mise à apprendre toutes sortes de choses. Jouer de la guitare, du piano. Elle jouait au basket aussi et ne ratait jamais un panier. Wouhou! Encore gagné! Elle avait aussi appris à faire du vélo à 2 ans, sans roulette. Je sais faire du vélo! Elle savait aussi taper sur un clavier d'ordinateur plus vite que n'importe qui. Il y avait une chose aussi que June adorait faire, c'était des ricochets dans le lac. Et comme pour tout, elle était très douée. Va ricocher, papa, maman! Qui dit mieux? Comment Aujourd'hui, ce coin de paradis, ce petit bout de terre, où vit encore mon père, comment pourrais-je faire? June avait aussi appris à chanter très tôt. Elle avait une voix extraordinaire, aussi limpide que l'eau du lac. La petite fille, qui avait désormais 3 ans et demi, chantait tout le temps. Au réveil, en mangeant ses tartines, sous sa douche et même en se brossant les dents. Un matin de printemps, en avril, juste après le passage du lapin de Pâques, June se réveilla de très mauvaise humeur et surtout très inquiète. « Mais qu'est-ce que tu as, ma chérie? Tu as mal dormi? Tu as fait un cauchemar? Tu as mal à la gorge? Ouvre la bouche. » June faisait non de la tête et ne voulait pas avaler ses tartines de miel, elle qui pourtant adorait ça. Billy est parti cette nuit et ça me fait beaucoup de peine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, maman? Comment ça, Billy est parti cette nuit? Demanda sa maman. Je l'ai appelé hier soir pour qu'il dorme avec moi et il n'est jamais venu. Et ce matin, il n'était pas là non plus. Et son bol de croquettes, lui, il est toujours plein. Billy, c'est le chat de June. Ses parents l'ont trouvé quand ils ont emménagé dans la maison. Il était dans le garage, caché sous une vieille couverture. La petite fille a tout de suite adopté le chat gris aux yeux jaunes qui brille dans la nuit. Ils sont devenus inséparables. Mais voilà, Billy avait disparu, comme ça, sans prévenir. Et il n'était pas du genre à fuguer. Ah ça non, il était beaucoup trop gourmand pour ça. Mais alors, où avait-il bien pu aller? June passa le reste de la journée à le chercher, autour de la maison, dans la maison, au bord du lac, sur les chemins. Elle finit par rentrer chez elle et s'enfermer dans sa chambre. Elle ne voulait plus voir personne. Ses parents avaient imprimé des photos du chat et les avaient affichées dans tout le village, en vain. Deux jours plus tard, après avoir embrassé ses parents avant d'aller se coucher, « Bonne nuit, papa et maman. À demain matin. » la petite fille décida de chercher son chat, encore une fois. Il n'avait pas pu disparaître comme ça. Il lui était forcément arrivé quelque chose. Alors, vers minuit, June sortit de son lit, descendit dans le garage sur la pointe des pieds. Elle ouvrit les vieilles armoires qui étaient stockées là depuis des années. Peut-être que son chat Billy avait eu peur de quelque chose
et s'y était cachée. L'une de ses commodes était fermée à clé. Elle avait appartenu à l'arrière-grand-mère de June. À l'époque, dans le village, les habitants étaient persuadés que c'était une sorcière. Elle vivait là, seule avec sa fille. Et c'était à peu près tout ce que June connaissait de l'histoire de cette arrière-grand-mère. June, malheureusement, n'avait pas la clé du vieux buffet, mais décida de le forcer. Elle chercha une barre en fer qui ferait bien l'affaire. Après quelques minutes d'acharnement, la petite fille parvint enfin à ouvrir la vieille armoire. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Rien à part un balai fait de brindilles. June empoigna le manche fermement et d'un coup, elle sentit qu'elle était en train de se soulever et se retrouva collée au plafond du garage. Ah, 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 ah. Mais je vole. Mais oui, je vole. Elle sortit alors discrètement dehors et s'élança dans les airs. Le lendemain matin, June se réveilla sur la terrasse de la maison, en pyjama. « Mais June, qu'est-ce que tu fais dehors ?» lui demanda sa maman. « Je me suis réveillée tôt, alors je suis venue regarder le lever du soleil. Et j'ai faim ce matin, j'ai très faim. » Contrairement au jour précédent, la fillette était de très bonne humeur. Ses parents étaient rassurés. Ils ne se doutaient pas que June avait passé une bonne partie de la nuit à voler sur un balai, et que la nuit prochaine, elle recommencerait. Le soir venu, la petite fille attendit que ses parents s'endorment pour retourner dans le garage. Elle farfouilla une nouvelle fois dans la vieille armoire, persuadée qu'elle n'avait pas tout découvert. Et là, elle remarqua dans le fond un petit bouton. Elle appuya dessus et découvrit une boîte. À l'intérieur, un vieux livre très épais sur lequel était écrit « Grâce à moi, tu trouveras tout ce que tu cherches. » June ne souhaitait qu'une chose, retrouver son chat Billy, celui avec qui elle dormait depuis toujours. Elle tournait les pages délicatement et s'arrêta à la lettre C, comme chat. Chat noir, chat blanc, chat roux, chat gris. Voilà, elle avait trouvé la formule qui lui permettrait de retrouver son chat. Abraca, abracou, tcha tcha tcha, te voilà. Et comme par enchantement, son chat Billy apparut. Billy, Billy! Mais où étais-tu, Billy? Je t'ai cherché partout, partout pendant des jours et des jours. Répondit le chat. Je me suis baladée dans le passé, ma petite Junette. C'est moi qui ai ramené le balai magique. Je me suis dit que tu t'ennuyais tellement qu'il fallait bien que je te trouve une nouvelle occupation. Alors, ça te plaît de voler? Ah oui, merci Billy, merci. Mais tu me promets que tu ne me refais jamais ce coup-là, hein? Cette fois, tu restes toujours avec moi. Promis? Promis, ma Junette, promis. Allez, viens Billy, allons faire un tour. Allons voir les étoiles. Voilà, c'était le conte de la petite fille du lac. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann, avec la participation de Margot, 6 ans, et de son papa, Édouard. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira
est produit par Benjamin Muller. On voulait vous dire merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux et nombreuses à nous laisser des messages. Alors on voulait faire des petits coucous spéciaux à Léon et Valentine qui nous écoutent depuis Lyon, Sacha et Leto en Autriche, Jules, 5 ans et demi, qui avant nous écoutait sur le chemin de la piscine mais qui maintenant nous écoute depuis chez lui. Il y a aussi Lénie et Julia qui nous écoutent depuis Hambourg en Allemagne, Mallory depuis Bailleul en Belgique, il y a Farah et les jumelles Zaya et Anaïd depuis Palma de Majorque, mais aussi Léna depuis Nancy, Baptiste, Clémence et Sixtine qui nous écoutent à Rome en Italie, Jean depuis Genève en Suisse, il y a Bruna dans les Vosges à qui on fait un coucou, Wafa et Nada depuis l'Algérie, et aussi depuis l'Algérie il y a Skandar, Ibram et Mohamed. On vous embrasse tous. Si vous aussi vous voulez un petit coucou spécial à la fin d'un podcast, vous nous écrivez sur nos pages Facebook ou Instagram, et puis la prochaine fois, à la fin du podcast, il y aura peut-être ton nom. On vous embrasse fort les enfants et on vous dit à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à en parler autour de vous, à vos copains, à vos cousins, à votre famille, à vos maîtresses, à vos maîtres, à vos amis. C'est un fameux 3 marin comme un oiseau, et c'est au Santillano, ses yeux jusqu'à San Francisco. Voici une nouvelle histoire qui explore plein d'émotions. La méditation est aussi un super outil pour apprendre à mieux les connaître. Alors l'équipe d'Encore une histoire a choisi de vous recommander Petit Bambou, l'application de méditation pour les petits et les grands. Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que ça va, que vous tenez le coup, que les parents aussi. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut s'accrocher. Le principal, c'est qu'on soit tous en bonne santé. Je vais vous raconter aujourd'hui une nouvelle histoire qui s'appelle Charlie Super M, une histoire écrite et illustrée par Margarita Delmazo et Guridi, aux éditions Versant Sud. Charlie savait bien qu'il était le chouchou de la maîtresse. Elle s'asseyait toujours à côté de lui, le regardait sans arrêt et l'appelait chaque jour à plusieurs reprises. « Charlie, tu regardes les araignées au plafond ?»« Mais non, ce n'est pas une araignée, c'est une mouche, » répondait-il. Charlie était un garçon très observateur. Ça le fascinait de contempler les mouches voler. Plus d'une fois, il avait même perdu de vue son père de cette manière. Papa avait alors eu très peur, et Charlie aussi. Un jour, en analysant les acrobaties des mouches, il décida de ce qu'il ferait quand il serait grand. « Je serai un super-héros !» annonça-t-il à Mathéo en dévalant le toboggan. Mathéo était son meilleur ami et un expert en super-héros. Les super-héros sont très forts et toi tu ne l'es pas. Hein. Si, je le suis, répondit Charlie. Enfin, peut-être pas tellement, pensa-t-il. L'après-midi même, Charlie s'entraîna consciencieusement. Il descendit et monta plusieurs fois l'échelle de son lit. Il grimpa les escaliers 4 à 4 et il courut pour aller acheter du pain. Il découvrit que se préparer à sauver le monde, comme le font les super-héros, c'était un travail épuisant. Le lendemain, il montra ses muscles à Mathéo. « Pas mal, mais les super-héros, ils portent un costume de super-héros. » lui fit remarquer son ami. Pour ce qui est des vêtements, maman en avait une armoire pleine. Il trouva des bas rouges coquelicots, un body de quand son frère était petit et un slip parfait. Et pour la touche finale, il dessina un M sur son torse. Le M de mouche, bien sûr. Quant à la cape, c'est sa grand-mère qui s'en occupa. Elle lui en tricota une toute jaune, comme le soleil. C'est de la laine, pour que tu sois bien protégé l'hiver.
Le monde a besoin de super-héros, alors ils ne doivent pas attraper froid. Sa grand-mère n'avait pas l'habitude des véritables super-héros et elle ne savait pas s'ils pouvaient s'enrhumer. Charlie étrenna tout de suite sa cape. Dès qu'il sortit dans la rue, il découvrit son pouvoir et décida de ne l'utiliser qu'à la maison. Quand il le vit, Mathéo resta bouche bée. Et alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Grommela Charlie. Les lunettes! Les super-héros ne portent pas de lunettes! Il aurait préféré que Mathéo ne soit pas aussi intelligent. Mais il l'était. Cependant, Charlie n'hésita pas à lui répondre. Je serai le premier super-héros à lunettes du monde! Dans ce cas, il te manque plus qu'un super-pouvoir! Lui dit son ami d'une voix solennelle. Pas moyen de trouver un super-pouvoir. Les super-pouvoirs ne se cachent pas dans les armoires, même fermés à clé. Ils ne se vendent pas non plus dans les magasins. Charlie savait très bien quel était le sien. Il pouvait être invisible à l'œil humain. Être invisible est un grand super-pouvoir, mais peut-être aussi un grand super-problème. Surtout parce que personne ne te voit quand tu as des problèmes. Et ce jour-là, Charlie en rencontra un énorme. Il s'appelait Fantôme, vivait dans la maison d'à côté et avait la taille d'un éléphant. Fantôme, c'est un chien. Quand il sentit Charlie, Fantôme se lança vers lui comme une bête affamée. « Éloigne-toi de moi !» lui cria l'enfant. « Je suis un super-héros et j'ai un super-pouvoir !» Charlie ne ressentait pas de peur, mais de la terreur, qui est la peur des géants. Chez les super-héros, tout est plus grand. Un matin, Charlie sortit de chez lui, de bonne humeur et sans aucun bruit. Et tout à coup, une mouche. Et une grosse. Charlie ne put s'empêcher de l'observer, comme toujours. Quand Fantôme aboya à son oreille, il aurait voulu être une mouche pour s'échapper en volant. Mais les vœux ne s'accomplissent pas toujours. Le chien sauta sur lui au point de faire complètement disparaître le super-héros. Et à la place, apparut un dompteur de chiens. Voilà, c'était l'histoire de Charlie Super M, écrite et illustrée par Margarita Delmazo et Guridi, aux éditions Versant Sud. Et c'est l'heure, les enfants, des dédicaces. Mais je dois vous dire que toute seule, j'y arriverai jamais. Pourquoi ? Mais parce que vous avez été très nombreux à nous demander un petit mot à la fin de ce podcast. Donc j'ai appelé un copain qui va venir m'aider, parce que toute seule, moi j'y arriverai pas. Tommy, tu peux venir s'il te plaît ? Ouais, j'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? Viens voir. Quoi ? Écoute, regarde cette liste. C'est la liste de tous les enfants qui nous écoutent et qui ont envie d'entendre un petit mot. Ok. Bon, je vais commencer d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire à Maëlia, qui a 6 ans le 25 avril. Elle nous écoute depuis la Suisse. Joyeux anniversaire, ma chère Maëlia. Tommy, tu veux lui dire un petit mot ? Joyeux anniversaire, Maëlia. Joyeux... Oui, bon, merci Tommy, c'est bon. Alors, on embrasse très fort Alix, qui nous écoute depuis Marseille, qui a 3 ans, Isabelle depuis le Mexique, qui a 5 ans, Isabelle, Jénine et Janoub depuis Compiègne, il y a aussi Yanis et Elias qui nous écoutent, il y a aussi Francine et Hendrik depuis Berlin, en Allemagne, on vous embrasse très fort. Mathis, qui nous écoute également en Suisse, depuis Carouge, proche de Lausanne. Octavie, 5 ans, depuis Rouen, qui nous écoute depuis son canapé, dans son jardin, et qui nous écoute même dans son lit, parfois. On embrasse aussi son petit frère Eugène. Viens voir Tommy, regarde. Oh, il y a Mila qui nous écoute depuis la Suisse. Maman,
Il y a Mila qui nous écoute depuis la Suisse. Oui, Tommy, ça c'est super. Mais là, je suis en train de faire la cuisine avec ton père. Alors, s'il te plaît, ne me dérange pas. Bon, on embrasse également très fort Loïs depuis Amboise en Indre-et-Loire. Il y a Simon qui nous écoute depuis Montrouge avec sa petite sœur Olivia. Alix et Gabriel depuis Montreuil. Gabriella du Lavandou. Nikita depuis les îles Canaries. Il y a aussi Soline et Aurélien depuis Issy-les-Moulineaux. La petite Kezia, 3 ans, qui nous écoute depuis Colombes. Il y a aussi Caliste depuis Montpellier. Ah, encore des Suisses. Ah, Nel qui nous écoute près d'Orbe en Suisse. Ah, salut Nel. Il y a également Abigail et Amélia. Ah, c'est à Oulu aussi en Suisse. Maman, il y a plein de monde qui nous écoute depuis la Suisse. Oui, c'est super, Tommy. Mais je suis en train de faire à manger avec ton père, je t'ai dit. Il y a également Clarisse et Gaspard qui nous écoutent près de Lille. On vous embrasse très fort les enfants. La liste est très longue, je vais m'arrêter là pour cette fois. Une petite pensée pour Loris et Arnaud qui auront 5 ans le 29 avril et qui nous écoutent depuis la Suisse là aussi. Ne vous inquiétez pas, pour toutes les autres dédicaces, il y aura bien sûr un prochain podcast très bientôt. N'hésitez pas à mettre des étoiles si vous avez aimé notre podcast, d'en parler à vos amis, à vos maîtresses, à vos maîtres, à vos copains, à vos cousins, à tout le monde. Et puis on vous souhaite bon courage pour ce confinement qui dure, mais qui devrait bientôt s'arrêter. Mais il faut quand même qu'on reste très prudent. Bref, on vous embrasse et on vous dit à bientôt. Vous venez d'écouter Encore une histoire, et en attendant le prochain épisode, vous pouvez méditer avec Petit Bambou, l'application qui vous aide à apprivoiser vos émotions.